adressons justement la question comment s'est passée la transition pour vous et vos collègues. Et je vais demander à Madame la juge Favreau de Région de Toronto de nous adresser ce terme. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je siège surtout récemment et pour l'avenir qui vient bientôt à la Cour divisionnaire. Alors, je suis tête d'équipe avec mon collègue David Corbett à Toronto. Et puis, après le choc initial de la pandémie, parce que je pense que pour tout le monde, on est passé très rapidement une journée, on était en cours, et puis la semaine suivante, on devait non seulement, on avait tout annulé, mais on ne devait même pas se présenter à la cour. Après le choc initial, on s'est adapté assez rapidement. On a commencé à trouver une façon de faire le triage et puis d'entendre des choses qui sont urgentes, et puis éventuellement avec l'aide de technologies, et comme ma collègue, la juge Copeland a décrit, on a dû apprendre beaucoup de technologies très rapidement, mais très rapidement, on se débrouille bien pour entendre ce qu'on peut entendre, étant donné les limites qu'on a. D'accord. Merci. Et maintenant, l'honorable Marc Labrosse, à vous. Pour nous autres à Ottawa, la transition se fait probablement aussi rapidement que possible. Les problèmes pour les juridictions comme Ottawa, où il y a un volume assez élevé de matière, c'est que les coordonnatrices des rôles ont beaucoup de difficultés à être capables de gérer la documentation. Alors, autant que les juges veulent s'attaquer à nos listes et puis aux ajournements qui ont été nécessités par la suspension des opérations, il s'agit vraiment de pouvoir trouver un mécanisme pour la gestion de la documentation. De plus, les juges, on voit qu'il y a beaucoup disons, une variété dans les capacités de travailler avec la documentation électronique. Les connexions VPN. Il y a certains juges qui n'ont jamais déplacé leur portable de leur bureau et qui n'avaient jamais travaillé de la maison. Il y a certains juges qui n'ont pas travaillé avec des PDF. Ce matin, on avait un webinaire entre les juges de notre région où on montrait comment surligner dans un PDF. Pour certains d'entre nous, ce sont des étapes qui sont très normales qu'on fait à tous les jours, et pour d'autres, c'est très différent. Alors, il y a beaucoup de rattrapage qui se fait non seulement dans l'administration avec le ministère du procureur général, mais aussi auprès des juges. Pour moi, j'étais assez habitué à la technologie. Alors, l'ajustement se faisait plutôt au niveau de la liste. Alors, ma liste était maintenant de peinturer la galerie, de planter les graines d'herbe, de nettoyer la salle mécanique. Alors, la liste, durant la fermeture, était très longue et m'a pris du temps à faire du rattrapage. Mais maintenant, je suis bien rattrapé et prêt à procéder. Merci. Et Monsieur le juge Tremblay, vous, dans la région du Nord-Est? Bonjour tout le monde. Bien, premièrement, je fais écho aux commentaires de mes collègues. La COVID-19 a réellement bouleversé notre façon de travailler. Du jour au lendemain, on devait travailler de la maison. Moi, je suis chanceux. L'une de mes filles est revenue de l'université. J'ai maintenant ma technicienne maison qui m'aide à améliorer mes capacités technologiques. Et certainement, pas tous les juges ont le même niveau de connaissance au point de vue de la technologie. Puis de plus, nous, dans le Nord-Est, il y a plusieurs juges qui habitent à la campagne, où les réseaux Internet sont parfois très lents, voire inexistants dans certains cas. Donc, c'est une difficulté additionnelle. Alors, face à la crise qu'on a fait dans la région du Nord-Est, c'est qu'on a mis en place des équipes de juges pour chacun des domaines du droit dont on traite en cours supérieur. Donc, une équipe en droit civil, une équipe en droit criminel et une équipe en droit de la famille. Et puis, les juges ont été affectés à une équipe en fonction de leur intérêt, mais également de leur expertise. Et puis, de plus, chaque équipe comporte ou comprend des juges qui sont plus à l'aise avec les nouvelles technologies. Et de cette façon-là, on espère être en mesure de maximiser l'accès à la justice
et de demeurer aussi efficace que possible dans ces circonstances inhabituelles. Merci. Alors, il a fallu quelque temps à la communauté juridique pour qu'elle s'adapte aux nouvelles exigences d'urgence, de l'état d'urgence. En ce qui touche la magistrature, il doit forcément avoir eu des différences entre les approches des régions. Vous, Monsieur le juge Tremblay, vous avez parlé là, de différents groupes là, qui ont été fixés pour adresser les différents domaines. Alors, je voulais savoir, à tous nos invités, pouvez-vous nous faire un survol de ce qui se passe dans chacune de vos régions? Il faut dire que je pense que vous l'avez adressé, le juge Tremblay, fait que je vais demander à la juge Copeland d'adresser cette question en premier, et ensuite nous allons parler à nos deux autres. Donc, à Toronto, nous étions déjà en équipe parce que nous sommes presque 90 juges à Toronto. Donc, je vais parler de l'équipe criminelle sur laquelle je travaille. Au commencement, c'était vraiment des affaires urgentes, et c'est-à-dire deux choses vraiment, les plaidoyers, surtout pour les gens qui ont déjà passé assez de temps en détention que peut-être ils pourraient être libérés, et les audiences en révision de mise en liberté sous caution. Donc, au commencement, c'était ça. Mais maintenant, on commence à ajouter autre chose. On fait des conférences préparatoires pour toutes sortes de procès criminels. Si l'accusé est détenu ou non, on commence à faire des requêtes avant des procès avec certaines limites. Donc, on ne peut pas les faire s'il faut du témoignage à vive voix. Et il faut ou bien que l'accusé ne veut pas assister, ou bien que l'accusé soit contente de participer par téléconférence ou vidéoconférence. On fait aussi maintenant les appels de déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Donc, on élargit ce qu'on considère maintenant à Toronto. D'accord. Merci. Puis juste avant de passer à la juge Favreau et au juge Labrosse, juge Tremblay, je sais que vous pratiquez en droit criminel. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter à ce qu'on fait à Toronto? Non, notre approche dans le Nord-Est est pas mal la même. On commence maintenant à entendre des requêtes, également des procès avec juge seul dans certains cas, c'est-à-dire dans les cas moins complexes. Si la complexité de l'affaire ne le permet pas, ce ne sera pas possible. Et dans les affaires plus simples, on contente maintenant entendre ce type de requête-là ou ce type de procès-là avec juge seul. D'accord, merci. Et Madame la juge Favreau, en cour divisionnaire. Ce qu'on a fait à la cour divisionnaire dès le départ, c'est qu'on a, on a commencé à faire le triage de toutes les causes à Toronto, toutes les matières de cour divisionnaire à travers la province à partir de Toronto. Donc, tout le monde peut, si les parties ou les avocats veulent une audience, ils doivent écrire une adresse de courriel qui nous vient aux deux juges de triage. Et puis, aussitôt qu'il y a une demande, ce qu'on fait, c'est qu'on a une conférence préparatoire avec les avocats ou les parties par téléphone. Et puis, au début, le critère, c'est un critère d'urgence, mais avec le temps, on a bien élargi ce qu'on entend. Et puis, le critère, c'est vraiment est-ce que la cause peut être entendue de façon électronique, c'est-à-dire est-ce que les parties sont capables de livrer leur dossier, leurs documents de façon électronique. Pour le moment, en général, on compte sur eux pour développer, établir des Dropbox ou quelque chose de semblable. Et puis, l'autre critère, c'est de pouvoir participer de préférence par Zoom ou sinon par téléphone, mais de pouvoir participer de façon électronique. Et puis, en ce moment, on a un horaire qui est plein jusqu'à la fin du mois de juin. Et puis, ce qu'on entend, c'est des causes ou bien qui avaient été annulées à cause de la suspension ou bien des nouvelles causes. Et de temps en temps, on a des demandes de causes urgentes. Et puis, la façon que c'est fait généralement, des fois par téléphone si nécessaire, mais généralement, c'est avec Zoom.
Mais étant donné qu'on siège en panel de trois juges, on a Arbitration Place qui nous aide avec une modératrice parce que c'est assez compliqué quand même quand on est trois, on doit délibérer et puis on n'avait pas confiance qu'on pouvait délibérer de façon sans être entendu par d'autres si nous-mêmes on gérait la technologie. Alors, on a quand même des limites, mais on est assez avancé. Alors, jusqu'à date, on commence à faire beaucoup d'audiences dans toutes sortes de matières à la Cour divisionnaire, des causes de partout de la province aussi. D'accord, merci. Et Monsieur le juge Labrosse, pour la région de l'Est? Bien, nous autres, à Ottawa, je dois dire que ça commence à vraiment être excitant. On voit des grands changements au niveau de la technologie pour l'accès à la documentation qui a été déposée de façon électronique. Je pense que la Cour travaille de proche avec le ministère du procureur général à Ottawa. C'est l'équipe de Daniel Manton a réussi à nous donner accès à des fichiers électroniques où on peut aller chercher les documents qui ont été déposés. Alors, cela a permis à notre région d'envoyer un avis à la profession qui ouvre la porte maintenant dans le domaine civil et famille. Dans le civil, c'est l'audition d'une motion, d'une requête contestée où les questions de fait et de droit ne sont pas complexes. Alors, cela va ouvrir la porte à des motions traditionnelles. En famille, on souligne même les motions plus complexes dans la vie à la profession. Et puis, comme on sait, on commence toujours les motions avec l'auteur de la motion qui nous dit que c'est vraiment une matière très simple. Alors, vraiment, ça ouvre probablement la porte à la majorité des motions. Et puis, je pense que notre accès à la documentation électronique est vraiment essentiel pour permettre l'évolution de ce qu'on peut entendre, soit par téléconférence ou par Zoom. Alors, merci. Puis, tous les juges, vous venez juste de dire que les comparutions semblent s'améliorer ou semblent s'agrandir, c'est-à-dire que les genres de comparutions qu'il va y avoir. Mais là, en ce moment, vous avez aussi dit qu'il se déroule à distance, soit par téléconférence ou par vidéoconférence. Alors, la question est celle-ci, et je vais demander, en effet, à la plupart de vous de la répondre, c'est, évidemment, les parties ne s'arrangent pas toujours. C'est pas surprenant, là, mais qu'arrive-t-il si les parties ne peuvent pas s'entendre sur la façon que l'audience doit procéder, comme vous faites allusion, Monsieur le juge Labrosse, disant est-ce que c'est une question d'urgence ou complexe ou non? Et s'ils ne s'entendent pas sur comment procéder, s'ils veulent attendre à la fin de cette pandémie. Mais l'autre partie aimerait procéder par téléconférence ou vidéoconférence. Alors, comment adresser cette question? Fait que je vais demander au juge Labrosse s'il y a un système dans l'Est qui traite de cela. Mais pour nous, on a le système de triage. On a des juges au criminel, en famille et en civil qui font le triage des demandes pour les motions urgentes. Le problème est que on voit, puis c'est mon avis à la profession ou mes suggestions, c'est que pour faire une détermination d'urgence, on n'a pas besoin de voir tout le dossier, toutes les preuves, toute la documentation. Alors, récemment, la juge McEachern, dans une inscription en famille, a souligné que les demandes pour une motion urgente sont administratives. L'intention est que ces demandes procèdent de façon simple et rapide. Il ne s'agit pas de faire une analyse des mérites de la motion. Les documents déposés devraient refléter ceci et le dépôt de tout le dossier avec toutes les preuves ne fait que ralentir l'analyse juridique et réduit le nombre de matières qui peuvent procéder durant la suspension des procédures. Alors, c'est vraiment un processus administratif qui commence avec le juge de triage. Et puis ensuite, une fois que cette procédure-là est regardée un peu de plus près, on peut adresser
la question des conflits entre les parties qui ne veulent pas précéder. Et je pense que la juge Favreau va traiter de cela. Alors, Madame la juge Favreau, si vous pouvez nous dire ce qu'il y en est, là, ce sujet-là, puis à la Cour divisionnaire. Bien, j'ajouterais ce que le juge Labrosse a dit qu'en effet, la conférence préparatoire est très utile pour justement adresser les conflits. C'est plutôt rare que une fois qu'on a une conférence préparatoire, en général, moi, je vois beaucoup de coopération entre les avocats pour bien sont d'accord que l'affaire devrait être entendue et ils s'entendent aussi très bien sur comment l'affaire devrait être entendue. Comme j'ai dit, à la Cour divisionnaire, on n'a plus le critère d'urgence, alors il n'y a plus de conflit à ce niveau-là. De temps en temps, on a quelqu'un qui dit « Ah, ce que j'ai, ma cause est trop complexe » ou « Ma réponse à la cause est trop complexe pour que ça soit de façon audiovisuelle. » Et puis, en effet, il y a déjà une décision de la Cour divisionnaire où un de mes collègues a dit on n'a pas besoin du consentement des parties. Si nous, on décide que ça peut être entendu de façon audiovisuelle, on peut faire une ordonnance. Et puis, je trouve qu'en fait, on a déjà entendu plusieurs causes assez complexe et ça s'est bien déroulé. Et ce que je souligne souvent pour les avocats quand j'entends ça, c'est penser à, quand vous dites que c'est complexe, s'il y a une carte à montrer ou s'il y a une preuve compliquée à nous montrer, parce qu'à la Cour divisionnaire, on n'a pas de témoins, c'est juste par document. L'avantage de faire ça par audiovisuel, c'est qu'en fait, vous pouvez nous montrer les documents sur l'écran. C'est encore... Alors, j'essaie de souligner qu'en fait, ça peut être un avantage dans certains contextes. Et puis, généralement, même la résistance au départ, on finit par régler cette résistance-là. Mais je dirais, comme j'ai dit au début, je trouve qu'il y a beaucoup de coopération. Et puis, je pense que le fait d'avoir la conférence préparatoire à l'avance, ça nous aide à résoudre ces anxiétés-là ou ces conflits-là. Et d'aller à l'avant avec le fond de l'affaire plutôt qu'un conflit sur la procédure. Oui, merci. Puis, Monsieur le juge Tremblay, droit criminel, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Certainement. Bien, premièrement, je suis d'accord qu'on voit une belle coopération entre les parties. Deuxièmement, je suis également entièrement d'accord avec la juge Favreau que c'est très important qu'il y ait la tenue d'une téléconférence préparatoire à l'audience. C'est là vraiment qu'on détermine quelles seront les questions qui vont être traitées. On établit souvent un échéancier à savoir quand les documents devront être signifiés électroniquement et déposés électroniquement. On décide la façon dont l'audience va se dérouler et c'est à ce moment-là qu'on fait le choix aussi de la plateforme technologique qui va être utilisée. Moi, je trouve que c'est très important, c'est presque indispensable d'avoir la tenue d'une telle téléconférence à l'avance. Parce que le but final, il est simple. On veut que l'audience elle-même se passe de la façon la plus efficace possible. Je pense que jusqu'à date, en droit criminel, on voit des audiences qui se déroulent de façon, en fait, très efficace. Ça se passe relativement bien. Je vais rester avec vous, Monsieur le juge Tremblay. Vous venez juste de dire que pendant ces sessions, il y a une discussion à savoir quelle plateforme électronique va être utilisée. Alors, quelle est la plateforme virtuelle que la Cour utilise? Puis est-ce qu'il y a des divergences? Il y a certainement des divergences. Je vais commencer à parler du domaine du droit criminel parce que c'est le seul domaine dans lequel j'œuvre depuis le début de la crise de la COVID-19, mais il y a deux choix essentiellement, par vidéoconférence ou téléconférence. Mais il y a une distinction importante à faire entre les personnes qui sont présentement incarcérées et les personnes qui sont en liberté. Pour les personnes présentement incarcérées, les institutions correctionnelles ont seulement accès à un type de vidéoconférence et par l'entremise d'un programme qui s'appelle JVN-Me. Donc, les avocats, s'ils veulent participer par téléconférence pour traiter d'une affaire impliquant un détenu, doivent avoir accès à ce programme-là ou un programme qui s'appelle WebRTC. Si ce n'est pas possible, alors il faut absolument
procéder par téléconférence pour traiter d'une affaire impliquant un détenu. Pour les personnes en liberté, bien entendu, on n'a pas cette limite-là. On peut procéder par téléconférence, bien entendu, mais aussi par vidéoconférence par l'entremise de Zoom, qui s'avère être la plateforme la plus utilisée présentement. Merci. Madame la juge Copeland, est-ce que vous voulez ajouter à cela? Savoir la plateforme virtuelle que la Cour utilise pour des audiences? C'est presque pareil à Toronto. La seule différence, c'est qu'à Toronto, on ne sert de Zoom que pour les appels de déclaration de culpabilité par voie sommaire. OK. Je vous remercie infiniment. Et à tous nos invités, à votre avis, quels sont un ou deux points que les avocats devraient faire ou ne pas faire pendant une audience virtuelle? Commençant par la juge Copeland. OK. Il faut vraiment focaliser l'argument à l'essentiel. En général, les audiences virtuelles sont plus courtes que les audiences au palais de justice et donc il faut bien utiliser le temps. Et deuxièmement, lié à ça, il aide le tribunal beaucoup si les avocats se parlent avant l'audience afin d'identifier ce qui est vraiment contesté et de minimiser les questions en litige pour que l'audience soit plus efficace. Merci, Madame la juge Favreau. Alors, mon premier point, c'est par rapport aux documents, de la façon que les documents sont déposés. Comme le juge Labrosse a dit au départ, pour nous, premièrement, il y a beaucoup de juges pour qui c'est nouveau d'utiliser des documents. Alors, aidez-nous. Alors, quand vous déposez vos documents, ils doivent être bien organisés, bien identifiés. Aidez-nous, donnez-nous des documents qui sont faciles à gérer. Si vous regardez la pratique, la vie à la profession de la Cour divisionnaire, en plus, on demande, c'est pas nécessaire, mais c'est recommandé de déposer un compendium par rapport au mémoire, puis un compendium pour l'argument. Donc, de bien identifier les documents les plus pertinents justement à l'argument. Au moment de l'audience, à l'argument, encore une fois, utilisez la technologie à votre avantage. Alors, évitez une situation où on doit chercher sur un autre écran le document auquel vous faites référence, qui est difficile à trouver. Utilisez la fonction Share Screen. Montrez-nous le document dont vous parlez. Identifiez clairement où il est. Et comme je dis, c'est un avantage dans un sens parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez faire en cours. On a rarement accès à un écran en cours divisionnaire. Donc, utilisez cet avantage-là puis aidez-nous en vous en servant. Merci. Alors, de ma part, je pense que les avocats doivent être vigilants aux difficultés des gens autoreprésentés qui essaient de participer avec la technologie. L'accès aux ordinateurs, la familiarité avec les documents électroniques, les hyperliens, les ébauches d'ordonnances, ce genre de choses-là nécessitent, dans l'intérêt de vos propres clients qui veulent que les matières procèdent de façon efficace, que les avocats investissent un peu de temps et au moins offrent aux gens autoreprésentés de les aider un peu à gérer la documentation et puis de miser sur les points de soit une conférence ou une motion sans que le processus soit trop ralenti par le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours aussi familiers avec le processus. Et puis ça s'applique aussi aux avocats adverses qui ont souvent pas les mêmes capacités que d'autres à participer dans cela, puis qui se retrouvent souvent dans la même position que d'autres qui ne sont pas autant d'expérience avec la technologie. Le deuxième point, c'est faites attention aux messages subliminaux. J'ai fait une conférence en droit de la famille récemment où
une des parties et participait par vidéoconférence. Et dans sa bibliothèque, en arrière de sa tête, on voyait le mot « And Justice for All ». Alors, c'est quelque chose qui faut parfois gérer nos clients pour s'assurer que le bon message est transmis au tribunal. Merci. Et maintenant, Monsieur le juge Tremblay. Oui, deux choses, et l'un de mes commentaires va peut-être être un peu répétitif parce que la juge Copeland l'a déjà indiqué, mais je vais le répéter parce que c'est vraiment important. S'il vous plaît, ajustez le contenu et le rythme de votre plaidoirie aux audiences virtuelles. Plus que jamais, ne répétez pas en entier ce qui se trouve dans votre mémoire. Vos plaidoiries devraient être succinctes et ciblées sur les éléments importants qui appuient votre position. Deuxième chose, n'oubliez pas que le juge qui entend l'audience a probablement 3 appareils devant lui. Ça, c'est notre nouvelle réalité. On a un moniteur avec lequel on suit la vidéoconférence. On a souvent un deuxième écran sur lequel nos documents apparaissent. Et dans mon cas, j'ai un 3e appareil pour prendre mes notes. Alors, ce n'est pas toujours évident. Gardez aussi en tête que parfois la qualité du son pendant la téléconférence est inégale et c'est parfois difficile à entendre. Donc, ralentissez le rythme pour nous permettre, s'il vous plaît, de prendre de bonnes notes. Ce seraient mes deux conseils. Parce qu'évidemment, juste sur ce point-là, vous avez vos écrans, mais vous écrivez à la mitaine des notes, c'est ça? Bien, dans mon cas, je dactylographie mes notes, mais bien entendu, je dois avoir un autre appareil pour ça parce que ça ne se fait pas très bien lorsqu'on suit la téléconférence de aussi utiliser le même appareil pour prendre les notes. Et puis l'autre appareil vraiment est dédié aux documents que je dois consulter pendant que j'entends l'audience. Donc, on a 3 appareils en même temps à utiliser, ce qui rend la prise de notes un peu plus difficile que lorsqu'on est dans une salle d'audience. Alors, merci. Fait qu'on a vu que depuis la déclaration de l'état d'urgence, tous les documents à produire de l'audition d'une affaire doivent dorénavant être déposés en format électronique uniquement. Et vous avez discuté aujourd'hui de ce format-là, puis à quoi s'attendre. Alors, ma question est celle-ci. Bien que la Cour n'encourage pas explicitement les parties à procéder par écrit pour les audiences dans ces directives, y a-t-il plus d'audiences faites par écrit depuis la pandémie ou est-ce que les audiences par téléconférence et vidéoconférence demeurent le médium de choix? Alors, Madame la juge Favreau? Je pourrais dire qu'à la Cour divisionnaire, on continue à procéder comme on procédait avant. Donc, ce qui est fait oralement continue oralement, mais par vidéoconférence ou par téléphone. Et puis, les procédures qu'on fait, qui sont toujours faites par écrit, par exemple, les motions pour interjeter appel, on continue à les recevoir par écrit et les considérer par écrit. Alors, on n'a pas vu de temps en temps, il y a quelqu'un qui dit qu'ils ont une requête très simple, est-ce que ça peut être fait par écrit? Et puis, si l'autre partie est d'accord, on peut procéder par écrit. Mais moi, je n'ai pas vu de hausse de demande de procéder par écrit. D'accord. Et Madame la juge Copeland? En droit criminel, en général, on ne procède pas par écrit, mais ce que j'aimerais souligner, c'est que comme j'ai dit, quand on a une audience téléphonique ou par vidéoconférence, les documents écrits deviennent beaucoup plus importants que quand on est au palais de justice. Donc, quoi qu'on procède, par audience, les documents sont très importants. D'accord, merci. Monsieur le juge Labrosse? De notre part, on n'a pas vu une augmentation à utiliser les dispositions des règles qui permettent à procéder avec des procédures écrites. Je pense que les gens préfèrent encore avoir leur mot à dire et se faire entendre. Et puis, je n'ai pas vu une augmentation. D'accord. Et vous avez tous parlé de la structure des documents. Alors, je voulais savoir, surtout pour Monsieur le juge Labrosse, vous avez parlé des attentes des parties non représentées. Est-ce qu'il y aurait d'autres points que vous aimeriez souligner touchant
la documentation de ces gens-là et comment les avocats devraient traiter ces gens qui sont non représentés? Et je pense que la difficulté se retrouve toujours à prendre en considération les préférences des gens de venir en cours. Nous avons commencé un processus à Ottawa où on retourne en arrière aux matières qui ont été ajournées pour offrir des conférences de cause et des conférences de règlement. Et dans un volume où on entendait peut-être 40% des procédures avec des parties qui auto-représentés, il y en a peut-être 15% qui sont revenus jusqu'à date. Et puis, la majorité sont en train de dire on préfère attendre que les tribunaux recommencent pour avoir des séances en personne. Alors, malgré nos tentatives de donner accès au processus virtuel, il y a une certaine réticence de la part des parties à en prendre avantage. D'accord. Et Madame la juge Favreau, à la Cour divisionnaire, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? On a eu des demandes de personnes autoreprésentées, des demandes d'audience. Et puis, encore une fois, la conférence préparatoire est très utile parce que ça nous permet d'explorer les limites technologiques des personnes qui font la demande. Alors, par exemple, je pense que Monsieur le juge Labrosse a déjà fait référence. Des fois, on compte sur les avocats, les parties représentées pour nous aider. C'est plus compliqué si les deux parties ne sont pas représentées, mais par exemple, une situation où les documents ont été déjà déposés, c'est quelque chose qui était supposé se passer, puis ça a été annulé. Et puis, pour procéder, nous, on doit avoir des copies électroniques des documents. On peut compter on demande aux avocats, à la partie représentée, de justement nous envoyer une version électronique des documents de la partie qui n'est pas représentée ou qui est auto-représentée. On s'adapte. Si on explore, est-ce que vous avez la possibilité de faire une audience par ordinateur sur Zoom? On est maintenant dans un monde où la plupart des gens savent de quoi on parle. Pas tout le monde, mais il y en a quand même beaucoup. Puis souvent, la réponse, c'est oui, mais si la réponse, c'est non, on va faire ça par téléphone. On fait tout ce qu'on peut pour pouvoir procéder quand il y a une demande, même si les gens ont des limites technologiques. D'accord, merci. Alors, tournons sur le sujet de l'accès à la justice. La question de l'accès à la justice demeure essentielle. Et dans un contexte d'urgence comme celui de la pandémie, ce principe ne doit pas être ignoré. Alors, ma question est celle-ci. Comment est-ce que la Cour s'assure que le public et les médias aient le droit de voir et d'écouter les auditions? Alors, je vous passe la parole, Madame la juge Favreau. OK. Alors, la vie et la profession qui a été publiée, il y en a eu des versions différentes, mais il inclut la plus récente. Si un membre du public ou des médias veut entendre ou participer à une audience, il y a un mécanisme pour faire une demande. Alors, ce qui est entendu est mis en ligne. Et puis, si quelqu'un veut participer ou voir, ils peuvent envoyer un courriel et puis il y a une liste de courriels différents dépendant de la région. Je peux dire qu'à la Cour divisionnaire, il y a quelques occasions où on savait à l'avance qu'il y aurait un intérêt du public et puis on a réussi à diffuser l'audience sur YouTube. Alors, c'est tout nouveau pour nous de participer par ces moyens-là. Mais comme je dis, on s'est adapté assez rapidement. Alors, s'il y a un intérêt puis il y a une demande, la Cour va faire ce qu'elle peut pour accommoder cette demande-là. D'accord. Et Madame la juge Copeland, en droit criminel? Oui, je vais juste ajouter, c'est pareil dans tous les domaines, sauf qu'il y a des domaines comme au palais de justice, il y a certains types d'affaires où il y a une loi ou une ordonnance par un juge qui rend l'audience pas publique, mais en général, les audiences sont publiques.
et pour aider les gens ou bien les membres du public ou bien les membres des médias de faire une demande de participer. La Cour, à chaque région, publie sur le site web le calendrier des affaires qui sera entendu chaque journée. D'accord. Merci. Et Monsieur le juge Labrosse. Je vois dans certaines conférences que les partis prennent avantage un peu du système de participation virtuelle pour demander la participation des proches, des amis, des gens qui sont là pour appuyer la personne. Et puis, j'ai souligné dans quelques conférences, et en particulier des conférences de cause, où on voit que des gens qui participent peuvent ou pourraient éventuellement être des témoins dans l'audience virtuelle. Alors, lors des conférences, et surtout dans les conférences de cause en droit de la famille, il faut faire attention à la personne qui est là pour porter appui. Les conférences de cause traitent souvent de règlements potentiels. Et puis, avoir une personne présente qui pourrait éventuellement témoigner au procès est problématique. Alors oui, on veut assurer l'accès aux procédures, mais dans un premier temps, les avocats doivent considérer si la preuve éventuelle de la personne qui veut assister pourrait être remise en question au niveau de ce il ou elle a entendu lors d'une conférence. D'accord. Et toujours en parlant des audiences, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour faciliter le déroulement des audiences bilingues ou francophones? Et puis, qu'est-ce qu'il y en est pour les audiences avec le service de traduction? Alors, Monsieur le juge Tremblay, dans la région du Nord-Est? Bien, je peux vous dire qu'hier, j'ai entendu un plaidoyer de culpabilité et tenu une audience sur l'imposition de la peine en français sans aucune difficulté. Alors, je peux dire que pour mon coin de la province, les choses se déroulent exactement comme elles se déroulaient avant la crise du COVID-19. Si quelqu'un veut une audience en français, cette personne-là va l'avoir. Tout s'était bien déroulé par Zoom, mais disons que ce n'est pas toutes les régions, bien entendu, qui ont un personnel de la Cour bilingue et qui ont des avocats, des procureurs de la couronne qui sont bilingues pratiquement tous les jours. Donc, je suis choyé à ce niveau-là. Mais je pense que la Cour va faire ce qui doit être fait pour que les audiences en français puissent avoir lieu. À l'époque pré-COVID, je sais qu'occasionnellement, on utilisait des interprètes judiciaires qui participaient à l'audience par téléphone. Donc, je crois que ce sera encore possible de le faire aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'on va faire ce qui est nécessaire pour que ces audiences-là aient lieu. D'accord. Et Monsieur le juge Labrosse? Oui, j'ai fait suivi hier avec le gérant des services d'interprétation à Ottawa. Et puis, il m'a envoyé un courriel, et puis c'est plus facile de simplement le lire. Rien n'a changé quant à la disponibilité des services d'interprétation. La pratique demeure la même, c'est-à-dire que les avocats et les parties qui ont besoin de services d'interprétation pour quelconque comparution du tribunal, virtuelle ou autre, peuvent en faire la demande directement par courriel ou il me donne une adresse courriel que je peux aussi partager avec Andréane, qui est l'adresse courriel du bureau régulière. Il dit, comme nous sommes en télétravail, les demandes par téléphone à notre numéro régulier peuvent rester sans réponse et sont à déconseiller. Mais l'équipe entière a accès au courriel à distance et répondra à toute demande donnée avec préavis. Et on adopte le système que les interprètes vont se joindre à soit la téléconférence ou l'audience par Zoom. Et puis, ça sera une interprétation consécutive. Bon. Avant de poser la question ou que Mme le juge Favreau adresse ça, Monsieur le juge Labrosse, puis je ne sais pas pour les juges, est-ce que vous savez s'il y a des statistiques qui touchent comment les gens désirent de procéder, soit par vidéoconférence, puis ça, je vous lance ça comme ça, c'est une question d'un participant.
Je pense qu'on est encore en train de trouver le bon chemin et puis que l'évaluation de l'efficacité du chemin sera faite en temps et lieu. Alors, je ne suis pas au courant d'une évaluation particulière qui a eu lieu à date. D'accord, merci. Et maintenant, pour vous, Madame la juge Favreau, si vous pourriez nous parler de ce que vous faites pour les mesures pour le bilinguisme. Je dirais la même chose que Monsieur le juge Tremblay. S'il y a une demande d'une audience bilingue à la Cour divisionnaire, il y aura une audience bilingue à la Cour divisionnaire. Même la conférence préparatoire, si les parties désirent procéder en français ou de façon bilingue, on va répondre à cette demande-là de la même façon qu'on l'aurait fait pandémie ou sans pandémie. D'accord, merci. Alors là, ça nous amène à l'après-COVID-19. Tous s'entendent pour dire que la pandémie de la COVID-19 a eu un profond ou aura un profond impact sur nos vies en tant que du point de vue social, économique et professionnel. Et cette question, je la pose au juge Labrosse. Selon vous, est-ce que les titulaires de permis devraient s'attendre à travailler comme avant dans l'appareil judiciaire? Par exemple, quand on parle de dépôt de documents électroniques ou même de plaidoirie orale? Bien, le juge en chef Morwitz a clairement dit qu'on ne retournera pas à l'arrière et retourner à l'ancien système. Ça, c'est décidé. Comment le système est établi continue à être un travail entre la Cour supérieure et le ministère du procureur général. Il y a un système électronique de gestion des documents qui est en train d'être mis en place. Et puis, ce processus-là a été accéléré. Évidemment, ça n'a pas été assez vite pour que la suspension soit annulée plus rapidement. Mais ce n'est pas un système qui est facile à établir. On veut éviter qu'il y ait un système qui différencie entre les gens qui ont la capacité électronique, de travailler électroniquement, et puis les gens qui ne l'ont pas. Il faut trouver un juste milieu, et puis afin d'assurer l'accès à la justice. Et puis, c'est quelque chose que nous sommes confiants qui va être mis en place peut-être dans les prochaines semaines, peut-être dans les prochains mois. Et puis, c'est quelque chose que la Cour va donner direction à suivre. Mais sur ce point, puis peut-être que vous n'avez pas une balle de cristal, mais le côté oral, l'argument oral en personne est tellement persuasif de temps en temps. On ne peut, je ne sais pas si vous êtes en mesure de nous dire si à un moment donné, on va complètement éliminer de se rendre en cours pour pouvoir argumenter en personne. C'est que ça, je vous lance ça au cap. Question surprise. Bien, comme j'ai dit, même, je pense que comme on a tous décrit, même en ayant à répondre de façon très urgente à la pandémie, l'instinct n'a pas été de tout faire par écrit. Alors, je ne peux pas répondre ce qu'on va faire à l'avenir, etc., mais je pense que pour le moment, même ce qu'on fait avec les ressources limitées qu'on a et puis le sens d'avoir besoin de se rattraper, on procède encore comme on peut, oralement ou bien par téléphone ou par vidéoconférence. Je sais qu'on entend souvent les avocats disent que eux ou leurs clients veulent la chance de faire leur présentation orale et puis pour le moment, je pense pas qu'on est en menace de perdre cette opportunité-là, mais on ne sait pas ce qui vient à l'avenir. Est-ce qu'il y a un autre juge, la juge Copeland ou le juge Tremblay, qui aimerait ajouter à cela? Sinon, je passe au prochain. OK. Je passe au prochain point. Une question d'un de nos participants, c'est est-ce que vous avez une idée de la date de réouverture progressive des cours et des tribunaux? Il paraît qu'au Québec, je pense que c'est en train de se faire. Si vous n'avez aucune idée, c'est la réponse. Alors, la juge Copeland? La dernière directive du juge en chef est le 6 juillet.
Mais ça a déjà changé une fois parce qu'au commencement, c'était le 2 ou 3 juin. Et c'est au juge en chef avec la gestion de la Cour en consultation avec la santé publique de prendre la décision. Donc, je suis sûre que dès que le juge en chef sait ce que la décision soit, il va l'annoncer. Mais maintenant, c'est le 6 juillet. D'accord. J'imagine que c'est la même réponse pour les plans pour les procès avec civil avec jury. Oh, c'est ça le seul précision, c'est que maintenant, l'annoncé, c'est qu'on n'aura pas de procès avec jury avant le mois de septembre et ça pourrait changer, on verra. D'accord. Alors, il nous reste que 5 minutes, fait que j'ai des questions pour le juge Tremblay, la juge Favreau et la juge Copeland. Quels points positifs pouvons-nous retirer de cette pandémie? Alors, commençons avec le juge Tremblay. Premièrement, je pense qu'on a déjà constaté une collaboration accrue entre les différents participants du système judiciaire, puis j'espère que cela va continuer lorsqu'on revient à la normale. Deuxièmement, je pense qu'on va assister à une amélioration des ressources et outils technologiques qui nous sont disponibles, puis également une capacité accrue des juges, des avocats, du personnel de la Cour d'utiliser ces outils-là. Et puis, je pense que cela pourrait mener à un système de justice plus efficace par la suite. D'accord. Madame la juge Favreau? Je suis d'accord avec ce que M. le juge Tremblay vient de dire. J'ajouterais tout simplement que moi, j'ai été très impressionnée par et la créativité, la coopération et la possibilité d'adaptation de toutes les parties, des participantes dans le système. Puis si on m'avait dit au début du mois de mars que j'entendrais des causes à partir de chez moi sur Zoom, ma réponse aurait été, je sais, c'est quoi Zoom? Alors, en disant jusqu'à quel point on s'est adapté rapidement, c'est pas juste moi, c'est vraiment à travers le système, j'ai été très impressionnée. Merci, Madame la juge Copeland. Oui, je suis d'accord que le niveau de coopération qu'on a vu très élevé était très important pour moi dans le domaine criminel. Dans les premières semaines, c'était assez difficile quand on apprenait comment fonctionner à distance et on a vu un niveau de coopération entre les avocats de la défense et les procureurs du ministère public qui était d'un niveau très, très important. Et ça continue. D'accord. Alors, on arrive à la fin de notre discours ou de notre présentation. Au nom de la GEFO, messieurs et mesdames les juges, un grand, grand merci d'avoir pris votre temps, de nous avoir adressé la parole. Je suis convaincue, et la GEFO aussi, que vos conseils sages, que la communauté juridique en tirera profit.